L'apnée, c'est différent de la plongée en bouteille. Souvent, on dit un petit peu, en plongée bouteille, on plonge pour voir ce qui se passe autour de soi. Et en plongée en apnée, on plonge pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des années, vraiment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus vrai pour moi. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Marie Simonis est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Cela fait quelque temps que je suis le parcours de cette compatriote de choc qui a cet automne décroché un titre de vice-championne d'apnée et pas dans n'importe quelle branche de cette discipline puisque c'est dans sa forme la plus dure et la plus pure. On t'explique tout dans un instant. Et si le parcours de Marine est si intéressant, c'est qu'il y ait question aussi de barrières mentales à dépasser et comme on en a tous, eh bien son exemple comme ses astuces font vraiment du bien. Bonjour Marine Simonis. Bonjour Anne B. Ça fait tellement plaisir de te recevoir ici à Namur, aujourd'hui, par ce temps pas du tout ensoleillé, bien belge. Exactement. Donc merci d'être venue et alors merci de nous amener un record en plus pour la Belgique. Oui, un nouveau record et un titre de vice-championne du monde aussi, donc ça c'est une Accessoirement, première, oui. Bon. Bah, c'est le record de Belgique le plus important évidemment. Oui. C'est vraiment génial, félicitations. C'était où et quand encore ? C'était à Kalamata et c'était début novembre. Début octobre, pardon. Début octobre, oui. Donc, c'est un très beau record. J'en étais toute contente parce que tu partages beaucoup sur les réseaux, notamment LinkedIn, Oui. où je te suis. J'adore tes posts. À chaque fois, Marine a écrit. Donc, c'est un des rares. Chaque fois que je vois que tu postes, je dis ça, je vais lire. Et on voyait que, justement, tu partages aussi les galères. Et il y en a eu quelques-unes avant ce record. Donc, j'en étais d'autant plus réjouie, quoi. Mais oui, c'est sûr que quand on est sportif de haut niveau, on a tendance à montrer souvent ce qui va bien et quand on a des super résultats. Mais en fait, pour arriver à ces résultats, il y a énormément d'heures d'entraînement, d'heures de galères, de succès aussi. Mais il y a plein d'autres choses qui ont lieu et qui amènent justement à ce résultat. Mais parfois, c'est pas toujours agréable il n'y a pas à le taire au final, l'échec, la contre-performance fait partie de la performance. Ah ouais, totalement. Et c'est là que je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je m'appelle Marine Simonis, j'ai 31 ans, je suis apnéiste en profondeur, je viens de la province de Liège et récemment, je suis devenue vice-championne du monde en descente à la brasse. Et donc, tu vas nous expliquer par contre, parce que l'apnée, ça je l'ai appris avec quelqu'un connaît en commun, Jean-Paul François, qui est juge AIDA et qui a été lui-même champion de Belgique à l'époque. Quelle est ta discipline d'apnée exactement ? Tu peux décrire ce que c'est. Alors en apnée, il y a 4 disciplines différentes, donc chacune a ses difficultés et ses avantages. Donc il y a la descente en monopalme, la descente en bipalme, la descente en immersion libre, donc ça c'est quand on tire sur le câble, et la brasse, donc sans rien du tout. Là vraiment on est livré à soi-même, que ce soit au niveau de la descente ou de la remontée, on a vraiment droit à rien du tout. Donc là c'est vraiment juste à la force de ses bras et de ses jambes qu'on s'extirpe des profondeurs. Génial. Mais donc ça, là où ça a pu t'aider, c'est que tu as toi-même fait énormément de natation. C'était ça ta discipline en fait, hein ? Alors quand j'étais nageuse, c'était pas du tout la brasse, ma discipline. En plus, je détestais ça. Oui, j'avais lu ça, je vais me dire, bravo. Oui. Bien joué. Non, j'étais vraiment plus sur le crawl et le dos. Mais bon, c'est sûr que malgré ça, j'ai quand même travaillé la brasse quand j'étais nageuse. Et puis, ça m'a vraiment offert cette aquacité, cette aisance dans l'eau qui fait la différence pour moi dans une discipline dans l'apnée qui est la brasse, donc pour laquelle j'étais pas prédestinée au départ, mais oui, carrément ça m'a beaucoup aidé pour faire la différence sur cette discipline-là en apnée.
Tu avais commencé la natation comme ça dans le circuit compétition à quel âge? Alors ma maman, m'a appris à nager à 4 ans Mmh. et j'ai dû faire mes premiers championnats de Belgique, je pense que j'avais 10, 11 ans, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, d'accord, donc l'eau, c'est depuis longtemps, Oui, ton élément, quoi. Et ton exactement. père était triathlète, non? Oui, mon père est triathlète, Il enfin est était toujours? triathlète, pardon. Ah, ça y est. Oui, oui, il a fait, l'Ironman, mon oncle est triathlète aussi, il est carrément parti à Hawaï, il a été sélectionné pour Hawaï, donc on est une famille, on a le sport, on a la connaissance du sport quand même, on aime bien bouger, ouais. Ah, ça peut faire une différence, ça, d'avoir des gens dans la famille qui connaissent un peu les enjeux du sport, les enjeux de la compétition, pour t'aider, quelle que soit la discipline, en fait, non? Ça aide. Maintenant, c'est vrai que Ça le fait pas tout, sport, hein, mais ouais, le sport de haut niveau, quand j'ai dit que je me lançais, pour, essayer de devenir, semi-pro ou même carrément pro, en apnée, c'est vrai que, ben, voilà, on est, une famille de grands bosseurs aussi, donc c'est vrai que ça a été, parfois un petit peu mal compris peut-être, parce que c'est, un mode de vie qui est complètement différent de ce à quoi, on a été habitué toute notre vie, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était quelque chose de très nouveau, très différent. Maintenant mon compagnon, lui, était basketteur pro. ah oui. Donc, bah, ouais, avec lui vraiment, enfin, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours, et il m'aide toujours, beaucoup dans mon parcours de semi-pro. Mmh. Oui, tu es kiné, c'est ça, en plus, hein? Je suis Ouais. kiné du sport, ça fait maintenant 8 ans. J'ai fait mes études à Liège et j'ai fait ma spécialisation de kiné du sport, du coup, à Nice, il y a 4 ans maintenant. D'accord, ouais, bah, ça, c'est bien complémentaire aussi, c'est chouette. Exactement. En fait, l'apnée m'aide dans ma pratique et ma pratique m'aide pour l'apnée. Donc, Ah enfin, ouais. vraiment, c'est trop bien. Je suis super contente d'être dans ce domaine-là. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui se complète bien. Maintenant, c'est vrai que si je pouvais être juste apnéiste, ce serait encore mieux, mais c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, mais ça peut venir, hein. Ah bah C'est j'espère. bien parti, en tout cas. Et donc, tu as lâché notre beau soleil de Belgique pour le sud de la France? Oui, donc bah, justement pour, l'apnée, en fait, vraiment j'ai pris d'énormes tournants dans ma vie, par rapport à ça, par rapport à cette passion au final. Donc j'ai été, m'entraîner pendant, 1 an aux Philippines. Après ça, j'ai passé 3 ans dans le sud de la France, à Nice, où, c'est vraiment, bah, voilà, la mecque de l'apnée, c'est là où, l'apnée enfin, c'est vraiment le berceau de l'apnée, en fait, parce que, c'est là où sont nées les compétitions d'apnée. Et du coup, bah, vraiment, j'ai vraiment adoré et c'est là que je retourne aussi maintenant, que j'habite de nouveau à Liège. C'est là que je retourne pendant mes saisons parce que, bah, voilà, j'ai toute ma 2e famille là-bas, tous mes amis, qui font partie intégrante au final de ma performance aussi. D'accord. Ah, tu habites à nouveau en Belgique, alors? Oui, donc D'accord. là, l'année qui vient de passer, au final, je suis rentrée en Belgique pour Mmh. l'hiver et donc là, j'ai fait toute ma prépa hivernale, ici et après, une fois que l'été est venu, ben, je suis, redescendue, pour profiter du soleil Mais et quand on de s'est la mer. contacté la semaine passée, tu avais un numéro improbable. C'était quoi ce numéro à 3 chiffres de préfixe? Je me dis: «Mais elle vient d'où?» Ah, sur WhatsApp? Oui. Sur WhatsApp, c'est mon ancien numéro australien. Ah voilà, parce que tu as vécu aussi en Australie. Mais c'est Oui. d'ailleurs là que ça s'est déclenché, non? En fait, quand j'avais 17 ans, j'ai passé 1 an, en tant qu'étudiante d'échange avec le Rotary en Australie, Mmh. près de Perth et Yes. vraiment ça a été, un grand tournant dans ma vie, parce qu'avant ça, j'étais vraiment très, comment dire? Très introvertie, très timide, même timide maladive, je dirais. Hein, hein. Et puis je suis partie 1 an en Australie où là, c'était, sortie de la zone de confort, oh my god. Pendant Catapultage oh là, là là. carrément! Je vivais en famille d'accueil et du coup, les 3 premiers mois, je crois que j'appelais, mes parents tous les jours en pleurant, en disant que je voulais rentrer et puis au final, Ah ouais. quand, avant que je ne parte, les anciens étudiants d'échange avec qui j'avais beaucoup discuté me disaient toujours, «Marine, c'est les 3 premiers mois les plus durs, après franchement c'est génial» et je voulais pas les croire, vraiment, j'étais au fond du trou les 3 premiers mois, j'étais
dans le bush, dans un village où il y avait rien à 2 heures. Enfin, c'était vraiment compliqué. C'est vrai, en Australie, quand on dit qu'on est au fond du trou, on est au fond du trou. Voilà, en fait, exactement. En Belgique, il n'y a pas moyen, mais là-bas, oui, vraiment. Ouais, c'était pas les plages de sable. Non, moi, j'étais vraiment dans le bush du désert. Donc, ça a été compliqué, mais vraiment, ça m'a énormément apporté. Et puis, au final, voilà, après 1 an, je voulais pas partir. Et en rentrant, ça a été le retour qui a été compliqué avec le retour des responsabilités, la venue des études et tout. Après avoir été diplômée 5 ans plus tard et après avoir travaillé un petit peu pour renflouer les caisses, je suis repartie 6 mois à 25 ans. Et là, c'est là que j'ai découvert la plongée en bouteille dans un premier temps. Et puis après, Pas dans le bush. Pas dans quoi? Pas dans le bush, ça. Pas dans le bush, ça, du coup, non. Là, j'étais libre d'aller où je voulais et c'est là que j'ai découvert vraiment plein de coins en Australie qui est juste incroyable. Et du coup, c'est là que j'ai découvert, pas dans le bush, dans l'océan, l'apnée aussi. Enfin, c'est pas là où j'ai pris mon premier cours, mais c'est là où j'ai vraiment fait du snorkeling et que j'ai commencé à descendre de plus en plus bas et à me dire, ah, c'est quand même sympa comme sensation là. Ah, c'est les sensations alors qui t'ont attiré. Oui, au départ, c'est vraiment les sensations et puis... Du coup, je vais placer la question de ma petite fille. Oui. Bonjour Marine, pourquoi tu as décidé de faire ça? Alors, ce qui m'a amenée à l'apnée au final, c'est vraiment... c'est d'avoir commencé par du snorkeling au départ et puis de commencer à descendre un petit peu. Je venais d'apprendre la plongée bouteille, donc la compensation des oreilles, maintenant je gérais, chose que je ne faisais pas avant. Et du coup, en fait... moi, je fais de la plongée bouteille, j'arrivais pas du tout. Et c'est Jean-Paul François, voilà, notre ami ouais. commun, qui m'a fait en 30 secondes, dit, oh, ils expliquent pas comme ça, mais si tu fais comme ça, ça marche. Jean-Paul, j'ai oublié comment il faut faire, faudra qu'on se revoie. Ouais, en fait, en apnée, on a vraiment développé ces techniques-là parce qu'il y a énormément à apprendre, il y a plein de muscles dont on n'a pas connaissance, qui gèrent justement la compensation des oreilles. Et du coup, apprendre toutes ces techniques-là en plongée bouteille, ça aide énormément aussi. Pour ceux qui n'arrivent pas à descendre, rapprochez-vous d'apnéistes pour leur demander conseil. Oui, vraiment. c'est ça, vraiment. Parce qu'en plongée bouteille, on n'avait pas appris ces techniques-là que Jean-Paul tout de suite et paf, sans problème, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je confirme. Et donc, la sensation, donc le passage, c'est quoi? C'est la pression de l'eau qui fait... C'est quoi qui crée ces sensations dont vous parlez tous? Moi, j'ai un peu du mal à les décrire. Ça y est, je suis à nouveau de la revue. Pardon? C'est toujours comme ça. Ouais, c'est vraiment faut les vivre, les gars. On va faire un stage d'apnée. Exactement. Ouais, j'ai souvent des difficultés à les décrire, en fait, ces sensations-là, parce que parfois, c'est juste incroyable et indescriptible, ou alors c'est vraiment horrible et... Là, par contre, je sais décrire ce qui se passe. Mais c'est le good trip ou le bad trip, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, c'est en corrélation à chaque fois avec le mental, le fait d'être bien en dehors et d'arriver à lâcher prise aussi. C'est vraiment ça qui fait qu'une plongée sera bien ou pas trop bien. Mais quand elle est bien, ouais, c'est un peu comme si... c'était un peu une entrée dans la zone, en fait. C'est vraiment bizarre. C'est un petit peu indescriptible. Mais quand la plongée n'est pas bien, ouais, je me sens toute tendue de partout. Je ressens la pression sur mes poumons et je sens qu'ils n'ont pas envie de se laisser lâcher à la pression. Enfin, c'est vraiment toutes des choses qui se passent ou alors vraiment des sensations de picotement dans mon corps. Enfin, c'est ouais. Tu sens que tu rentres en résistance, quoi, physiquement. Exactement ça. Ouais. Ah ouais. C'est marrant parce que j'en parlais je te dis, je suis en train de travailler sur l'épisode avec la navigatrice Isabelle Yoshk qui va se lancer sur le Vendée Globe, c'est pas de la petite bière non plus. Et elle disait aussi, c'est marrant qu'en général, tous ceux qui réalisent des exploits ou quoi, ils disent tous, en fait, ça m'a paru facile, qu'il y a une sorte d'aisance qui est là, donc je sais pas, toutes les étoiles qui s'alignent, comme on dit aussi parfois, pour que une performance se passe bien. Tu as confirmé maintenant, toi, tu viens de faire un super résultat. Est-ce que ce jour-là, t'as l'impression que tout était fluide, quoi? Pas du tout.
Génial, j'adore les contre-exemples. Mais... Pas du tout. 20 minutes avant de partir, j'avais mon ami qui était avec moi, qui m'accompagnait. Je lui ai dit, écoute, Chris, je veux plus y aller. Il me dit, mais Marine, mais c'est normal que t'aies pas envie de t'envoyer à 64 mètres à la brasse, là. C'est normal. Mais rappelle-toi de ça. C'est pas parce que là, sur le moment, t'as pas envie et tu le sens pas que c'est la raison pour laquelle tu vas pas y arriver, en fait. Donc, une fois que je suis partie, mon corps, il a su ce qu'il devait faire et j'ai réussi à me mettre en mode compète au niveau mental. Et malgré les appréhensions juste avant, ça s'est dissipé vraiment au moment M. Et du coup, ça a vraiment été une plongée d'enseignement ce jour-là. Parce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit, je me rappelle vraiment de ce que je ressentais avant. Chose qui, quand on réussit une performance, c'est assez facile d'oublier en fait tout ce qui précède. Parfois, jusqu'à maintenant, ça m'arrivait souvent de me dire « Oh, génial, c'était la meilleure plongée de ma vie », alors qu'au final, pas nécessairement. Et c'est surtout l'avant qui détermine aussi un petit peu, qui ne détermine pas justement si une plongée va réussir ou pas. Et c'est vraiment un super enseignement de se rendre compte que même les moments où on se sent pas super bien, ça peut quand même se passer très très bien après. Ah ouais, top. Mais là, t'as pas eu les picotis, les poumons qui résistaient. Non, Une fois que là, t'étais dedans, t'as... Voilà, une fois que j'étais dedans, ça a été. Mais par contre, ça faisait 1 mois que je faisais des early turns, ça faisait 1 mois que je me sentais vraiment pas bien dans l'eau, que j'avais ces picots. Tu faisais des quoi? Early turn, donc quand tu... Ah oui, quand tu avortes ta descente. Encore 3 jours avant, je tournais à 15 mètres parce que j'avais pas envie d'être là, parce que je me sentais mal, parce que j'avais vraiment du mal. C'est toutes des sensations physiques, mais qui ressortent, qui sont des conséquences de choses mentales au final. Et là, vraiment, du coup, d'avoir réussi à switcher complètement mon mental et de m'être mise en mode compète, ça m'a apporté énormément au niveau des enseignements pour l'année prochaine. Trop chouette. Ah, j'adore. Et alors, comment tu as fait pour te switcher en mode compète? C'est quoi le mode compète chez Marine? Alors, c'est quand il y a de l'enjeu. Là, de nouveau, je pense que mon passé de nageuse m'aide énormément parce que, même si l'effort est complètement différent, la discipline est complètement différente aussi, ça m'a permis justement d'arriver à gérer la compétition. Et je suis vraiment drivée par le challenge, en fait. Maintenant, ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est que je peux me permettre d'annoncer des super annonces le jour J, parce que c'est ce qui va me donner envie d'y aller, c'est ce qui vraiment va me mettre dans un état mental où je me focalise là-dessus, je me laisse pas disperser. Quand il n'y a pas trop de challenge, quand c'est des plongées un peu trop faciles, je me désengage un petit peu mentalement et j'ai pas encore trouvé la recette pour éviter ce désengagement mental. Là, clairement, ce serait un but, c'est une chose à travailler, c'est que même en entraînement, même quand il n'y a pas d'enjeu, j'arrive à être beaucoup plus régulière et à vraiment me mettre dedans mentalement. Mais du coup, c'est un avantage quand même de pouvoir performer à des chouettes profondeurs le jour J, ouais. Ah, t'es vraiment une compétitrice. Il y en a, c'est justement quand ils se mettent pas la pression, tout va bien parce que là, ils arrivent à rester focus. Et toi, non, t'as besoin de la pression pour te mettre le focus. Exactement. Ah, c'est intéressant. Et alors, tu n'annonces pas comme une malade 10 mètres de plus. Non. En général, tu annonces le maximum où tu as déjà été ou avec une petite marge de sécurité. Je sais bien que Jean-Paul, il conseille toujours de faire avec la petite marge, mais peut-être que toi, tu as juste vraiment besoin d'aller à ton max, je sais pas. Ouais, moi, je suis allée à mon max. et en fait, c'est aussi parce que, en apnée, on n'est pas encore complètement professionnalisé et il y a encore beaucoup de choses à travailler sur l'encadrement, sur les à côté. Quand on est en entraînement, en fait, souvent, je dois faire des sécu pour les autres, mes amis avant ou après mes performances. Il y a toute une logistique autour qui fait que je m'occupe pas que de moi sur ces entraînements et qui fait que ça complique un peu les choses quand je dois me mettre vraiment en mode perf sur un entraînement. Donc c'est vrai que les jours J,
qui sont les jours de compétition. Enfin, là vraiment, tout le monde est aux petits oignons pour moi, c'est trop bien. Et du coup, c'est les seuls moments où je peux vraiment me concentrer que sur moi. Et vraiment, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Enfin, et du coup, ça me permet vraiment de me concentrer que sur moi-même, chose que j'arrive pas à faire tout le reste de la saison. Donc, c'est aussi pour ça que j'arrive à performer mieux en compétition qu'à l'entraînement, c'est parce que vraiment j'arrive à me focaliser que sur moi. Et que t'arrives à... Donc le mode enclenchement, tu as des petits mots, c'est à l'ego, 3, 2, 1. Tu as des choses comme ça, des petits rituels mentaux qui te font... Non, pas vraiment, j'ai pas de mantra. Maintenant, c'est vrai que voilà, avec mon coach mental, on avait décidé de choses voilà, de réfléchir aux choses qui me mettent en confiance juste avant de partir. Donc, il y en a une qui doit être sur l'environnement autour de moi, enfin des personnes autour de moi qui me donnent confiance. Donc, en général, c'est toujours l'équipe de sécu qui est autour de moi. Je regarde leur visage, je me dis, ah, ils sont là. Enfin, voilà, ça me met en confiance. Et puis, une chose matérielle aussi, donc, qui me met en confiance. Moi, en général, je me dis la corde qui me relie à la surface. Je sais qu'il peut rien m'arriver tant que je suis accrochée à cette corde. Et une chose en moi qui me donne confiance. Et parfois, ça va dépendre, ça va être ma technique qui me donne confiance en moi, ça va être ma résilience aussi, parce que des épisodes comme ça, j'en ai eu quand même quelques-uns maintenant dans ma carrière où voilà, ma résilience prend le dessus sur l'échec. Donc voilà, c'est des choses qui me donnent confiance en moi, qui me donnent confiance en mon environnement et qui font que j'arrive à performer. Yes, c'est chouette. Mais ça me fait penser justement à ma petite fille ce matin qui m'a dit oui, maman, dis, aujourd'hui, je me demandais aussi, c'est quoi cette corde? Tu peux lui demander aussi de ma part, c'est quoi la corde? Donc ça, je l'ai pas enregistré, mais elle voulait savoir justement pourquoi il y a une corde. La corde, c'est l'élément essentiel de la performance. Tu vois, c'est une excellente question, ma chérie. Excellente question. C'est s'il n'y a pas de corde, on ne descend pas. Même si voilà, ma discipline c'est la brasse ou des autres, outre l'immersion libre où on a le droit de la toucher cette corde, elle est nécessaire parce qu'on est relié à cette corde et déjà d'une part ça nous bloque. Parce qu'il y a un stopper en fait au fond qui fait qu'on ne peut pas descendre plus bas que ce qu'on a annoncé, donc déjà rien que là c'est un élément de sécu. Et puis cette corde, elle est reliée à un contrepoids aussi, qui fait que s'il y a un problème en bas, on est remonté par la corde. Et voilà, moi, je suis longée à cette corde aussi, donc je sais que s'il se passait quelque chose, rien ne pourrait m'arriver parce que, voilà, il n'y aurait pas un corps qui irait se balader quelque part. Ouais. Voilà, dans un cas extrême qui n'est jamais arrivé, hein, mais enfin, qui n'est jamais arrivé à qui que ce soit. Grâce à cette corde, oui, ça permet. Enfin, c'est l'élément primordial, la pierre angulaire de la performance. Outre voilà les sécus qui sont à côté, les juges, etc. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Il faut une corde pour pouvoir descendre. Je savais pas qu'elle pouvait te remonter aussi, tiens. Ça, j'ignorais Si, qu'il y ouais. avait un mécanisme. Ouais, Ah ouais. ok. Bonjour Marine, comment tu fais pour ne pas respirer aussi longtemps, résister à l'envie de respirer? Alors, de l'entraînement. De l'entraînement, maintenant, l'envie de respirer, elle sera là. Donc en fait, par l'entraînement, donc je fais de l'adaptation de la tolérance au CO2. Donc sur le vélo, en apnée, c'est pas très sexy, pas très intéressant en vrai, mais du coup, ouais, c'est ce qui fait que on arrive à augmenter cette tolérance, mais à un moment, l'envie de respirer, elle va quand même se manifester. Donc elle se manifeste en général par une déglutition ou par une contraction de la cage thoracique qui est pas très agréable, mais c'est juste l'augmentation du CO2 qui donne ça, c'est pas la diminution d'oxygène. Et du coup, le fait de s'entraîner comme ça, c'est ce qui va faire que cette tolérance, elle va augmenter. Et aussi qu'on va aborder les contractions avec un peu plus d'aisance. D'aisance, pardon. Ok. Et donc, le tout, c'est évidemment de ne pas aller trop loin pour ne pas tomber dans les vapes. Ça t'est déjà arrivé Ça m'est arrivé une fois.
C'était il y a 3 ans. C'était à mes premiers championnats du monde. J'avais annoncé 60 mètres à la brasse et il y avait énormément de courant ce jour-là. Qui aide, c'est bien connu. Ouais. Ouais, ouais, ça a compliqué beaucoup les choses. Le câble, il était à 45 degrés, tellement il se faisait aspirer par le courant. Et du coup, bah voilà, la première qui était censée être championne du monde est passée, blackout à 10 mètres. Et puis ça a été mon tour et j'ai fait un petit dodo à 2 mètres de profondeur à la remontée. Ça a été mon premier, ça m'a beaucoup impacté sur le reste de ma carrière. Depuis 3 ans, voilà, je pense que je me restreins justement à cause de ça. Ça a rien de douloureux, ça a rien de... Ouais, c'est de désagréable au final, parce que, comme je te dis, c'était un petit dodo et puis tu te réveilles et voilà. Mais par contre, je pense que mon subconscient, il a été un peu choqué par ça. Et bah voilà, du coup, depuis, je n'en ai plus eu. Le but, ce n'est pas d'en avoir. Maintenant, je sais que bah voilà, ça fait partie des risques. À vélo, le risque, c'est de tomber, de se blesser très très gravement. À la boxe, c'est le chaos aussi. Enfin, dans tous les sports, il y a des risques. Le nôtre, ben voilà, il y a ça qui en fait partie. Mais ouais, le but, c'est pas d'aller chercher. Mais je ne peux pas promettre que ça n'arrivera plus jamais parce que ben voilà, quand on repousse ses limites en apnée, ben, c'est un des risques, quoi. Ouais, carrément. Moi, un phénomène qui me fascine, j'essaie de comprendre, forcément, j'ai jamais vécu, mais c'est la narcose. Ouais. Tu as aussi parfois des images qui deviennent complètement délirantes, qui te Alors, filent dans les yeux? ben, en fait, Parce que Guillaume Néry en a fait un film, là, il est ouais, assez, magnifique, hein. Tout ouais. ce qu'il a fait, Guillaume, avec ses vidéos, ça a vraiment beaucoup aidé. Enfin, ouais, c'est un peu la référence d'ailleurs. La première fois que je l'ai vu, j'étais super impressionnée. C'était assez dingue. Et en fait, bah voilà, maintenant, on s'entraîne dans le même club. Il est super accessible. Il est juste super adorable. Oui. C'est trop bien. Mais ouais, quand il a fait cette vidéo-là, non, moi j'ai rien du tout de tout ça. D'ailleurs, je suis un petit peu jalouse quand je les entends, mes amis dire ah putain, j'étais complètement narcosée au fond. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est aussi parce que ben voilà, en brasse, vu que la discipline est la plus difficile, les records et les profondeurs sont plus bas. Enfin, pardon, sont moins profonds, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, ben, mon max où je suis arrivée, c'était 80 mètres en profondeur. Donc, bah, bravo déjà. merci. Mais du coup, j'ai pas encore expérimenté, non. Mais a priori, en fait, ça se passe de 60 à 80, enfin, de 60 et plus de mètres qu'on ressent ouais, à partir, pardon, de 60 mètres qu'on ressent la narcose, mais à 80, je l'ai pas encore ressenti. Je pense qu'une fois, j'en ai eu et je me suis dit, ah, en fait, s'il m'arrivait quelque chose là maintenant, bah, ce serait pas très grave en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'a surprise de penser ça et je me suis dit, c'est peut-être les prémices de la narcose. Peut-être un peu jeté, oui. Oui. Peut-être. Ouais. Mais c'était la seule fois. Ouais. Bah oui, c'est le truc du Grand Bleu. Hein, c'est ça, ouais. Qui veut qu'on le ramène dans le fond parce qu'il y a que là qu'on est bien. Et oui. Finalement, c'est pas grave d'y rester si c'est là-bas. Oui, c'est un peu le phénomène que tu décris. Bon, merci d'être remonté quand même. Hein. Mais justement, je me demande, mais quand on est dans les hallucinations comme ça, d'un cerveau en manque d'oxygène, hein, avec la pression, comment est-ce qu'on fait pour rester focus, pour bien penser à remonter Alors, la narcose, elle est pas causée par un manque d'oxygène. Ah d'accord, ok. Elle est causée par l'azote en fait, la concentration d'azote qui augmente. Je crois que c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas par rapport à l'oxygène, parce qu'en fait, quand tu es en bas, la pression partielle en oxygène, à cause de la pression aux alentours, elle est énorme. Donc en fait, ton cerveau, il est super bien et il est absolument pas en manque d'oxygène. Ok. Ah ouais, tiens. Voilà. Mais par contre, à partir du moment que tu remontes, bah, cette pression partielle en oxygène, elle diminue. Et en plus, vu que tu as consommé et que tu continues de consommer, là, c'est un méga drop à la remontée. Ah ouais. Mais vaut mieux rester au fond, alors. Voilà, exactement. Oh là là. Ah ouais, non, ça je savais pas. Ok, ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, bah, c'est la physique en fait. Quand tu descends, la pression partielle en oxygène, elle augmente. Et quand tu remontes, elle diminue, mais beaucoup. Bien. Voilà.
Ah la vache. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans une compétition ou dans un entraînement, les sécu, en fait, on est seul pendant toute la performance, sauf sur les 30 derniers mètres à la Ouais. remontée. Mhm. Parce que, outre si tu avais un infart ou quelque chose comme ça, mais enfin, ça se serait produit sur Terre aussi, il ne peut rien t'arriver en profondeur. C'est vraiment sur la remontée, sur les derniers mètres de la remontée, que s'il devait y avoir une syncope, un manque d'oxygène, C'est là. ce serait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est escorté que sur les 30 derniers mètres. Mhm. Mais il y en a jamais qui hallucinent tellement qu'il reste un peu trop longtemps au fond ou un petit Euh, délire. Ça, par exemple... Comme dans le Grand Bleu, on mondiaux- le dit, il est temps que tu remontes, mon gars. En fait, quand tu es au fond, tu dois ramener un tag qu'on appelle ça, donc c'est un petit velcro. Et c'est arrivé, par exemple, à la compétition aux mondiaux, qu'il y en ait qui ne trouvent pas parce que voilà, il fait sombre, parce qu'ils sont un petit peu narcosés et qui passent 5-10 secondes au fond à chercher le tag. Ça arrive de temps en temps, ouais. Ok, ça c'est marrant ça. Enfin, marrant. Tant qu'il n'arrive rien à la remonter. Voilà. Et donc les techniques pour ne pas respirer, donc c'est de l'entraînement, c'est aussi quelques techniques pour gérer les petites contractions qui se font. Non, c'est pas ça. pour les annuler, non. C'est juste pour apprendre à les gérer. Ça, c'est plutôt au niveau mental et au niveau physiologique. D'accord. Et au niveau mental, alors justement, cette préparation pour l'acceptation de cette contrainte qu'on se met. Alors, au niveau mental, j'ai pas la science infuse du tout. Sinon, je pense que je serais un peu plus profonde. Mais là, pour le moment, je travaille beaucoup avec une application. En plus de mon coach mental et voilà, j'ai ma psy aussi qui m'a beaucoup aidée à faire de l'hypnose. Elle est spécialisée en hypnose. Et du coup, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et elle arrive à me mettre vraiment dans une visualisation de performance. Et du coup, c'est ce qui m'a beaucoup aidée sur ces mondiaux. D'accord. Donc c'est vraiment Sarah Denis. On lui, si vous voulez aller on la voir. salue. Oui. L'hypnose est un outil tellement extraordinaire. Ouais. Il y a carrément des opérations qui se font sous hypnose. Oui, c'est incroyable. Ça j'adore. J'adore en entendre parler parce que tu dis, on essaie de faire des solutions médicamenteuses ou mécaniques à plein de choses, alors que sous état d'hypnose, mais on a un potentiel, mais Le pouvoir du cerveau, ouf, quoi. Ouais. Et donc toi, tu peux expliquer un peu certaines choses que vous faites en hypnose? En fait, c'est de la visualisation, du coup. C'est de la visualisation de plongée. Et c'est vraiment essayer de s'imaginer vraiment comme si j'étais. Voilà, quand je suis dans mon lit et que je suis couchée et que je fais ma visualisation, j'essaye vraiment de mettre tous les détails autour de moi pour vraiment essayer de me transporter dans le moment M, en fait. Entendre le petit pétillement dans les oreilles, sentir l'eau, voilà, c'est avoir ça, les exactement. bruits, les gens autour de moi, les sensations de la corde sur le bout de mes doigts. Enfin, voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là qui essayent vraiment de m'ancrer. Enfin, j'essaye de m'ancrer par ces détails-là, m'ancrer dans le moment. Ah, c'est top. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des tests qui ont été faits comme ça d'entraînement par la pensée et voir s'il y avait des résultats, des changements corporels comme si on s'était réellement entraîné en fait. Il y avait eu ça pour des gens qui s'entraînaient vraiment au piano, qui s'entraînaient sur un clavier, ou d'autres qui simplement en bois, tu vois, donc même pas, et d'autres qui s'entraînaient simplement par la pensée, et même les muscles des doigts, quoi, changeaient comme comme changent les doigts d'un pianiste. Donc, et plein d'autres tests comme ça. Moi, je trouve ça mais sidérant. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à utiliser ça à l'école? Les tables de multiplication, c'est bien, mais apprendre à utiliser son cerveau, quoi. C'est fou, clair. Quoi. Il y a tellement de gens qui n'apprendront jamais tout ça. Et tu arrives à le faire en auto-hypnose alors maintenant aussi, elle? Ou c'est quand même bien d'avoir un... J'essaye de le faire toute seule parce que voilà, le but, c'est aussi que je puisse me mettre dans cet état-là seule. Mais pour le moment, j'ai encore besoin d'elle. Ouais, Et de mon coach, de mon préparateur mental aussi, Alain Parra. Et préparateur mental, vous faites quoi alors comme type de prépa plutôt? C'est un peu parler de tout ce qui est
la motivation, les motivations de pourquoi je fais ça à ce Et alors, pourquoi niveau-là. tu fais ça? Et ben enfin, pour le moment, en tout cas, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que c'est pas pour les sensations que ça me procure vraiment. Au final, ouais, c'est cool quand elles sont bien Oui, ça y est, parce que je veux pas y aller, donc Voilà, ça c'est peut ça. pas être la motivation unique, hein. Voilà, Sinon, tu vas exactement. pas. C'est vraiment parce que ben voilà, l'apnée, elle m'a permis de vivre des choses juste incroyables et avoir des expériences ouais, qui sont assez dingues et avoir des connaissances, des amis autour de moi, un entourage que j'aurais jamais connu sans l'apnée, qui font vraiment que c'est tous les à côté qui font que je plonge et que je kiffe ce que je fais. C'est vraiment toutes ces expériences-là. Et puis c'est vrai que bah voilà, la kiné, je pourrais être kiné toute ma vie, je pourrais pas être apnéiste toute ma vie. Donc c'est vrai que tant que je peux, ben, j'aimerais profiter de pouvoir l'être et de pouvoir vivre toutes ces choses-là. C'est juste incroyable. Hmm. Ah bah, tu vois, la première partie où tu disais c'est tous les à côté quelque part qui font que. Bah, je pourrais dire exactement la même chose pour le podcast. Ah, voilà. Certains jours, je suis fatiguée. Oh non, je veux plus y aller. Oh, c'est trop de boulot. Ouais, Oh, ouais. je serais si bien. Juste relax dans mon fauteuil à profiter de mes filles plutôt qu'en pour éditer du son. Pourquoi je fais ça? Et puis j'ai ouais, mais enfin, tu te retournes justement. Je te montrais ma bibliothèque en passant. Ah, ce livre-là t'intéresserait, etc. Mais c'est tous des gens, je me dis, mais je les aurais jamais rencontrés. Ouais, ouais. Mais quelle perte ça aurait été, quoi. Je C'est m'en serais clair. pas rendu compte, mais c'est trop génial. Ce matin aussi, regarde, c'est génial. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, je dis, bah non, en fait, je vais pas renoncer à tout ça. Non. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, c'est chouette. Bah, du coup, c'est bien. On a un peu le même entraînement, alors. Mais ton rapport à l'élément eau, bah, forcément, tu le travailles depuis toute petite. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu aimais? Tu faisais un peu la natation parce que tu aimais ça ou parce que maman t'y emmenait? Ou est-ce qu'il y avait déjà un truc? Moi, je sais bien le jour de la piscine, c'était le jour le plus facile de me sortir de mon lit quand j'étais à l'école. Quand maman me disait réveille-toi, il y a piscine aujourd'hui. Là, je sortais de ma couette et on disait ah, c'est une bonne journée. Ouais, moi quand j'étais nageuse, pas trop. J'aimais pas trop ce que je faisais. Ben, en fait, quand tu fais du sport de haut niveau et en étant ado, c'est vrai que bah, voilà, toutes mes copines, elles faisaient des booms, elles sortaient, elles avaient leur... voilà, Ouais. moi j'étais 5 jours par semaine, j'allais à la natation. Parfois, c'était le matin, à 6 heures du matin, avant d'aller à l'école. J'avais les cheveux qui sentaient le chlore, les traces des lunettes. Soit c'était après l'école. Enfin, ça a été vraiment beaucoup de concessions au niveau social, au niveau ben, voilà, de charge de travail, parce que ben, les devoirs, ils étaient quand même là. Et il fallait quand même arriver à succéder... non, pardon, ça c'est en anglais. Arriver à avoir du succès à l'école quand même, pour construire l'avenir. Donc c'est vrai que ça a été de très gros enseignements au niveau ben, voilà, discipline, au niveau de l'apprentissage du sport et au niveau de l'engagement dans ce sport-là. Maintenant, clairement, ça n'a pas été ce qui a fait que j'étais le plus heureuse dans ma vie à ce moment-là, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué alors? Ce qui a fait que j'ai continué, bah, clairement, c'est que mes parents voulaient que je continue à faire du sport et que bah, je me voyais pas trop dans un autre au final. Et bah oui, j'avais pas envie de faire du foot, j'avais pas envie de faire de l'équitation, j'avais pas envie de faire de la musique non plus. Enfin, c'était vraiment ce sport-là qui me convenait bien. Mais clairement, tourner en rond dans une piscine à 15 ans, c'était pas le gros trip, non. Ouais, d'accord. Bah oui, bah, même pour Léon Marchand, là, justement, qui est Ouais. surinterviewé pour le moment, évidemment. C'est vrai, oui. Mais il disait aussi que les performances étaient revenues au rendez-vous quand il avait retrouvé du plaisir, en fait. Voilà, c'est Et ça. la notion de plaisir est super importante, donc... Et je pense que c'est pas, bah, comme je te disais, c'est pour moi en tout cas ce que je ressens dans l'apnée, c'est que voilà, je me rends compte de tous les à côté et tout ce que ça me procure de me tuer à la salle, de plonger. Maintenant, c'est clair que je fais pas autant d'entraînements que... Enfin, les entraînements sont pas aussi intensifs que quand j'étais nageuse.
Quand tu fais de la natation, vraiment, tout détail compte et des longueurs, tu dois en bouffer. Enfin, vraiment, c'est juste énorme le travail que ça demande pour pouvoir performer. Et du coup, c'est vrai qu'ici, l'apnée, on n'est pas encore... Vu que ça a vraiment une énorme composante mentale, l'engagement physique, il n'est pas aussi fort que ce que je faisais quand j'étais nageuse, pas du tout. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi que j'y trouve vraiment mon compte maintenant, c'est que ouais, je m'entraîne beaucoup, ça c'est sûr. J'ai pas toujours des sensations incroyables, mais j'en ai quand même des sensations incroyables. Mais c'est surtout tout l'aspect mental qui autour, comme je te disais, voilà, c'est vraiment tous les à côté que l'apnée me procure, que la piscine justement, ça me restreignait. C'est ce qu'on dit, restreignait. Ouais, je crois que pour moi ça passe. Ouais. En tout cas, quand j'étais nageuse, c'était... Ne commence pas avec le subjonctif passé si tu veux bien après, parce que sinon là, ça fait longtemps. Mes filles sont à l'école primaire, donc je suis en train de revoir. On tout leur ça, demandera, mais ouais. je suis prof d'anglais aussi, moi, à la base. Donc, moi aussi, parfois, je confonds. Des mots anglais qui Ah viennent ouais, du coup. ouais. Ah, ouais. Surtout que mon mari, on parle beaucoup anglais à la maison. Ah, et donc, ok. parfois, ouh là, le français. Ouais. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Quand il y a deux langues qui Ah ouais, rentrent en ouais. compte, là, c'est les mots qui viennent dans une langue et puis dans l'autre. Enfin, c'est Ah compliqué. ouais. Mon mari parle en allemand aux filles, en anglais à moi et on parle en le français rêve. aussi. Donc c'est bien, mais d'un autre côté, à un moment, tu te dis, mais je suis en train de devenir une clenchement en français parfois. C'est quoi ton moment préféré alors dans l'apnée? Mon moment préféré, c'est la remontée. Mhm. C'est revenir justement. Pour moi, le moment le plus compliqué, c'est la descente parce que c'est à ce moment-là que le mental il rentre en ligne de compte énorme. Et la remontée, c'est je suis arrivée au bout. Allez, maintenant, c'est trop cool. Je vais revoir les rayons du soleil. La température de l'eau, elle va commencer à se réchauffer au fur et à mesure. Je vais voir les sécus aussi. Enfin, c'est vraiment. Et puis, le plus dur est derrière moi. Donc, une fois que je suis arrivée au fond, je me pose pas la question. En fait, à chaque fois, je sais que ça va bien se passer et que ça va être trop cool. Ouais, c'est vraiment ce moment-là qui est le plus agréable pour moi. Ah, c'est vrai, le froid, j'y ai pas pensé, mais ça aussi, ça peut faire brûler de l'oxygène, hein, ça peut te contracter les muscles. Ouais. Alors, en C'est un fait. facteur un peu aggravant, non? C'est un peu... ça dépend. Parce Ok. que le froid, tu as un réflexe d'immersion que Mhm. tout le monde on a, qui fait que quand tu es en contact avec de l'eau, et plus l'eau elle va être froide, plus tu auras ce réflexe-là. Donc de l'eau ici au niveau des pommettes, c'est que tu as une bradycardie qui se passe et plein de choses qui sont faites dans ton corps pour Une bradie. ton rythme cardiaque qui descend. D'accord. Et du coup, tu as plein d'autres choses qui sont faites dans ton corps par ce réflexe qui font que tu consommes moins d'oxygène. Par contre, clairement, quand tu as froid, tu consommes plus parce que tu es crispé. Donc, c'est un petit peu à double tranchant. Ouais. C'est un petit peu sur les deux tableaux en même temps, quoi. Ok. Ah, intéressant. Alors, une petite détail qui va aussi beaucoup plaire à mes filles, mais pas seulement, parce que moi aussi, c'est toujours un truc qui me fascine, les rencontres animales. Je sais bien que Jean-Paul avait aussi eu de chouettes rencontres avec des dauphins, et t'as fait aussi des expériences de ce côté-là, non? Ouais, on a eu une expérience de ouf à Nice avec un dauphin solitaire, donc qui... Normalement, ils sont plutôt en groupe. Et là, c'était un dauphin solitaire donc, qui s'est désolidarisé d'un groupe qui était vraiment au contact de l'humain et qui cherchait le contact. Donc, en fait, Il est connu, en fait. Ouais, Ah, ouais, voilà. ouais. Il s'appelle Parbat. Maintenant, il s'est trouvé une petite femme et un beau-fils, apparemment. Donc, on le voit moins. Mais c'est vrai que voilà, les apnéistes, on est des super copains de jeu parce qu'on peut descendre avec lui et remonter. Et il nous suivait sur le câble. Il y a une compète il y a 2 ans maintenant, je pense. Non, c'était l'année passée. À une compète, il était présent. Et il descendait, il montait avec nous sur le câble. Allez. C'était un truc de dingue. Et il restait avec nous pendant genre 3 heures. Enfin, c'était juste une expérience, mais complètement démente. Et ouais, c'est des moments comme ça qui rappellent pourquoi aussi tu fais de l'apnée. C'est pas juste pour t'échapper de la vie quotidienne, de la grisaille de la Belgique. C'est aussi pour, pour vivre des expériences, mais juste complètement dingues et hors du commun, quoi. Ah, c'est génial. Et alors, ça aide d'avoir un dauphin qui descend à côté de toi ou t'es juste trop excitée d'arriver à performer? Moi, j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir sur ma perf ce jour-là parce que je pense que ça m'aurait quand même mis un petit coup
Enfin, en plus, quand je plonge, je ne vois pas ce qui se passe parce que j'ai les lunettes remplies d'eau. Donc, en fait, tu vois juste une grosse masse noire. Enfin, c'est assez perturbant. Mais du coup, là, c'était plutôt jouer à côté. C'était surtout ça. Et là, oui, on n'a pas arrêté de se chercher, de plonger ensemble à une dizaine de mètres. Enfin, c'était juste dingue. Oui, il y a des images de ça d'ailleurs. En disant, ouais, Il y a visite des sur images, ouais, ouais. l'entraînement. Elles ont été capturées, ouais. Ah, c'est génial. C'était ce jour-là, les images qu'on voit sur tes réseaux ou Il y a eu 2 ou 3 jours où où il il était a été venu? présent et joueur, ouais. Ah, ça, c'est trop, trop cool, quoi. Ouais, c'était juste dingue. Et sinon, tu vois souvent des choses ou tu ne vois pas grand-chose ou tu n'en tiens pas compte? Alors, l'apnée, c'est différent de la plongée en bouteille. Souvent, on Oui. dit un petit peu, ben voilà, en plongée bouteille, on plonge pour voir ce qui se passe autour de soi. Et en plongée en apnée, on plonge pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des années, vraiment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus vrai pour moi. Et du coup, en fait, quand tu es dans le grand bleu comme ça, bah, parfois tu as 150-200 mètres de profondeur en dessous de toi. Et c'est pas là où il se passe quelque chose. En fait, c'est juste le bleu, quoi. Mm. C'est le bleu à 360. Il y a rien d'autre à voir. De temps en temps, c'est arrivé qu'on voit enfin, c'était pas une remontada, quelque chose. Celui-là? Oui, C'est voilà, vrai que c'est pardon. grand. Ouais. Sur les côtés. C'est ça, une Mm. comme ça. Mais sinon, c'est pas en allant plonger à profond que tu vas voir quelque chose. C'est vraiment plus sur les côtes que tu vois de la vie. Ouais, c'est ça. C'est que moi, je suis une petite plongeuse de petite surface. Parce que justement, j'adore les couleurs et C'est cette ça, vie ouais. qu'il y a dans les 10 premiers mètres. Et après, ça m'intéresse plus. Tandis que Bah ça, ouais. les mecs, ils ont envie, ouais, plonger. Ils veulent tous commencer le nitrox. Alors, ils sont à leur deuxième plongée. Je dis, mais non, moi, je veux les couleurs. Je veux les jolis petits Mais c'est poissons. ça. En Ouais. plus, la couleur rouge est la première à Mais partir. oui. Du coup, après 10 mètres, en fait, tu vois plus que le bleu et le vert. Donc, ouais, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien. En fait, ça dépend vraiment pourquoi tu vas faire de l'apnée. Si tu vas pour faire du fun dive et faire enchaîner des plongées à 10 mètres, comme au Sardine Run aux Philippines, Oui. bah là, oui, carrément, il y a plein de choses à voir, mais c'est pas sur de la perf, c'est pas sur de l'entraînement, quoi. Ouais, parce qu'on en parlait avant, Philippines, Moalboal, super spot pour aller dans un sardine run, mais on part de la plage. 5 minutes après, avec les enfants, on pouvait fendre une boule de poisson Ouais, c'est juste comme dingue. c'est fou quoi. Ouais, Et ouais. j'ai me dit, elles se rendent même pas compte quoi de la chance qu'on a. On voyait des tortues tous les jours. À la fin, Ouais. c'était vraiment regarde la tortue, regarde la tortue. Oh, encore une tortue. J'ai dit, tu rigoles ou quoi? Blasé quoi. Mais c'était juste dingue. Enfin, Ouais, on s'y c'était habitue vite. génial. T'avais été aussi à White Sand Beach, qui est juste un peu plus loin. Non, ça me dit rien. Des coraux mous. Mais c'est hyper coloré par rapport aux coraux, malheureusement en plus un peu blanchis Mm. en Australie. Hein. Ouais. J'étais un peu déçue côté couleur là, de ce côté-là, mais aussi inquiète. Mais sinon, aux Philippines, oui, c'est des coraux mous de toutes les couleurs, mais tellement pétant qu'une fois j'étais dans un. Tu sais, c'est vraiment un jardin, tu dis, c'est le fond d'écran, quoi. Tu vois le truc vraiment idéal, comme tu vois normalement que photoshopé, mais là voilà, le Photoshop C'était était là. tout autour de moi. Et alors il y avait un espèce de voile rouge. Je me dis, oh, zut, il y a un morceau de tissu là qui est accroché, je vais aller le retirer. Parce que c'est quand même dommage dans un environnement pareil. C'était pas du tout un morceau de tissu, c'était Ah une mince. espèce d'anémone souple comme ça, magnifique. Waouh, Et waouh, un voile rouge, quoi. Vraiment. dingue. J'étais sidérée. Je me dis, ah ouais, carrément, quoi. Non, mais c'est magique cet endroit-là. Hein. Ouais, c'est Notre ami magnifique. Jean-Paul Mm. disait, c'est pour ça que je me suis installée là. C'est parce que c'est juste incroyable. C'est vrai, parfois, il m'écrit, il me dit, ah, on a revu le requin-baleine, Oh ici, là il est là passé, là. mais juste tout près du Sardine Run aussi, quoi, hein, en faisant les entraînements avec l'école d'apnée, là. Tu te dis, oh, Quelle trop, chance, trop, ouais. trop bien, quoi. Requin-baleine, c'est magnifique aussi. Hein. Ouais, c'est juste incroyable comme bête. C'est le plus gros poisson du monde Mm. et c'est juste un grand gentil. Mais oui, parce que la première fois qu'on a été le voir, genre ma petite fille qui fonce vers lui, quoi, pour aller. On lui avait dit que c'était pas dangereux. Moi, tu te dis, quand même, tu vois, ta petite fille, elle est pas grande, hein, 7 ans, c'est pas très très grand. Et alors tu vois le poisson qui, lui, est très 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 grand. Et tu dis, est-ce qu'il sait ce qu'il fait avec sa queue ou quoi? Je voudrais pas que tu me l'assommes quand même. Enfin, non, elle avait aucune crainte, elle. Hein, c'était un beau En souvenir. confiance. Ouais. C'est vraiment super beau. Tu fais encore un peu du fun dive aussi ou maintenant c'est vraiment devenu un job enfin... Il faudrait que j'en fasse plus, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'en Méditerranée, c'est là où je suis plutôt basée. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une des mers, si pas la mer la plus polluée du monde. Donc, ouais, il y a pas grand-chose à voir. Et Ah, j'ai beaucoup de plongeurs qui te contrediraient.
Ah oui, Qui c'est disent vrai. oui, oui, justement, il faut absolument qu'on se retire de l'idée que c'est une mer morte. C'est pas vrai du tout. Dès Ok. qu'on protège un petit peu autour de Porquerolles, par exemple, Ah oui, là, mais c'est c'est vrai. bien la preuve que c'est encore C'est une là et que ça ne réserve, ouais. demande qu'à avoir moins de pression pour être à nouveau là. C'est ça. Et non, non, c'est vraiment. Il y a encore beaucoup, en fait. Ah bah, Mais oui, il faut les protéger, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a aussi plus loin sur comment ça s'appelle, hein, la Côte Vermeille, c'est ça, plus vers l'Espagne, Ah, où là ça, je ne aussi il y a connais une pas. réserve du côté de Bagnols-sur-Mer. D'accord. Et là aussi, c'est protégé, tu vois, plein de choses, quoi. Donc, c'est Il pas faut mort, c'est choisir les juste sous spots. pression. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que ça vaut la peine de le protéger. Exactement. Quel est un objet indispensable pour toi quand tu pars en compétition? Euh, Mon chouchou, ma peluche, Ah, chouette! qui m'accompagne depuis que j'ai 6 ans. Oh, trop chouette! Voilà. Ah, c'est bien. Et alors là, lui, par contre, il t'attend en surface. Oui, oui, il m'attend à la maison. Je suis une grande enfant à ce niveau-là. Ah, trop, trop bien. Et tu as aussi Est-ce que dans ta discipline, on peut aussi avoir les espèces de colliers de plongée? Là, je sais bien que parfois, il y en a qu'on met sur la nuque, là, pour... Oui, neck weight, ouais, c'est primordial. Il faut avoir ça quand tu fais une perf, ouais. D'accord. Parce que, en fait, en apnée, on plonge en général toujours avec du poids, Mhm. mais on doit le remonter. Donc, c'est pas comme ce qu'on voit dans le Grand Bleu où on descend avec une plateforme et on remonte Oui. avec un ballon d'air. Ici, vraiment, C'est le no limit, ça, je pense. c'est le no limit, ouais, Mhm. qui n'existe plus en compète. Ouais. Parce que trop dangereux. Voilà, Pas parce trop- qu'il y a trop eu de trop problèmes. d'accidents. Mhm. Et du coup, en fait, ouais, tous les apnéistes plongent avec un neck weight, donc un plan de cou, pour descendre, mais du coup, il faut le remonter aussi. remonter Donc, aussi. il faut qu'il soit le plus petit possible, mais il faut qu'il soit là, parce que sinon, les 20 premiers mètres pour descendre, c'est juste trop compliqué avec la combinaison qui te fait flotter, en fait. Ah oui, c'est la combi. C'est pour essayer de compenser la combi, simplement. Exactement, Essayer de ne ouais. pas... Voilà. Ouais. Pour essayer de compenser l'artifice, mais pas pour améliorer. Donc, ok. Quelle est l'erreur, hein, le fail qui t'a le plus appris? Euh, Eh ben, je dirais du coup... hmm. Ouais, je dirais la plongée d'il y a 3 ans où j'ai fait mon petit blackout. C'est ce qui... Ouais, c'est ce qui m'a perturbé le plus, mais qui du coup aussi fait que je suis toujours très safe sur mes plongées et qui fait que bah voilà, ça m'entretient justement dans cet espace de sécurité sur mes plongées, sur mes annonces. Mhm. Ok, c'est pas plus mal du coup. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a une réussite particulière dont tu es particulièrement fier, un succès? J'en ai 2. Je dirais la plongée 1 an après cet accident-là, où pour la première fois j'ai passé les 60 mètres, donc la profondeur où j'ai eu mon accident. Vraiment, le jour, enfin, j'ai réessayé 60 mètres plusieurs fois dans ma carrière. Je n'ai jamais réussi, donc à la Mhm. brasse. Hein. Je n'ai jamais réussi parce que encore cette année, j'ai essayé, je veux conjurer le sort du 60 mètres, et ben j'ai tourné. Donc ça a définitivement toujours quelque chose, un impact au niveau de mon subconscient. Mais du coup, en fait, la première fois que j'ai passé les 60 mètres, j'ai annoncé 61 parce que j'avais fait de nouveau un échec à 60 mètres. J'ai annoncé 61 et là, je l'ai réussi. Et vraiment, c'est ce qui a changé la donne pour toute la suite depuis 3 ans, qui fait que je continue de m'augmenter chaque année. C'est vraiment cette plongée-là. Et puis alors, la plongée des 64 ici au championnat du monde, c'est voilà, malgré toutes les adversités que j'avais eues sur la saison, le fait que j'ai réussi à la faire quand même et que ça m'ait apporté ce titre et ce nouveau record, ça m'a vraiment énormément appris sur tout ce qui est mon mental, tout ce qui est ben voilà, mes aptitudes face à la compète, face à l'entraînement. Donc ouais, ce serait ces 2 plongées-là. Ouais, vice-championne, quoi. Waouh! On n'est pas avec n'importe qui ici ce matin. Oh là là! Au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années, est-ce qu'il y a un comportement, une nouvelle habitude ou un nouveau mindset qui t'a fait monter au niveau supérieur, tu crois? Oui, ce serait de rester dans le moment présent. Mmh. Ici,
bah, voilà, pendant la saison hivernale, bah, voilà, je continuais mon boulot de kiné en plus des entraînements et c'est vrai que j'avais la tête qui partait tout le temps dans tous les sens, que ce soit réfléchir à ce qui s'était passé avant ou ce que je devais faire, téléphoner à tel patient, prendre le rendez-vous avec tel patient, enfin, et en plus devoir savoir quand j'allais faire mon entraînement. Enfin, en fait, j'étais tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur, à me tracasser aussi beaucoup et jamais dans le moment présent. Et là, pour le moment, enfin, j'ai vraiment réappris à me remettre dans le moment présent sur cette saison-ci et ça a beaucoup changé la donne, ouais. Hmm. Ok, j'adore. Quand on a des enfants, ça devient compliqué, hein, mais je J'imagine. suis sûre. Je vais réessayer ton truc parce que faut pas me croire. Hein, si je le demande, c'est parce que ça m'intéresse pour moi aussi. C'est quoi pour toi les ingrédients qui te permettent de performer, de vivre ce projet, ce rêve quelque part? Parce que c'est pas tout le monde qui peut commencer à entrevoir une carrière pro en apnée. Bah, clairement, ce serait pas possible sans mes sponsors, que je remercie d'ailleurs, EVS, Garmin, Ciblemut, la Pro Team aussi. Vraiment, c'est parce qu'il y a des entreprises qui croient en leurs athlètes. Enfin, c'est grâce à ça, en fait, que je peux me semi-professionnaliser et vivre toutes ces choses juste incroyables et vraiment bah, m'entraîner parce que bah voilà, l'entraînement c'est du temps et le temps c'est de l'argent et malheureusement bah, du coup ça, quand on a un boulot ça laisse moins de place à cet entraînement donc c'est vrai que bah, voilà, sans eux repousser mes limites comme je le fais pour le moment ce serait pas possible. D'accord, des bons sponsors. Voilà. Yes. Ça a été compliqué à trouver? C'est compliqué à trouver, oui, en effet. En plus, en Belgique, je pense qu'on a un petit peu moins l'esprit axé sport. Mm. Je me souviens quand j'étais nageuse, les nageurs en général, vu qu'il n'y avait pas de sport-études en Belgique, bah, ils s'expatriaient en France en général. Quand je vois avec mon compagnon qui est américain, tout ce qui est mis en place au niveau sportif en Amérique, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on est un petit peu en retard en Belgique à ce niveau-là. Et le problème, c'est que ben voilà, investir dans le sport, investir dans les athlètes, ça montre justement qu'il y a des choses qui sont possibles dans le sport et ça motive aussi, ben voilà, des Nafisa Toutiam, des Belgian Cats et tout, avoir des filles comme ça qui sont des modèles pour leur sport, ben c'est ça qui fait qu'il y a des petites jeunes filles qui, à 10 ans, se disent «Ah, moi aussi, je veux faire pareil et moi aussi, je veux faire du sport». Et c'est comme ça qu'on a une population qui est plus en forme, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Et c'est vraiment l'investissement dans le sport qui est juste primordial pour avoir une population qui se sente mieux. Mais carrément. Mais bravo. J'adore. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, une petite phrase qui te fait du bien, qui te booste? Une que j'aime beaucoup, c'est en anglais, désolé, c'est They didn't know it was impossible, so they did it, de Mark Twain. Of course. Ça va pas être la première fois, ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà, Et donc ils l'ont fait. exactement. Super, ouais. Il y a beaucoup qui l'aiment bien, celle-là, dans ceux qui passent dans le podcast, je sais pas. C'est vrai? Oui. Elle est déjà sortie alors. Ah oui, elle est déjà sortie, mais parce qu'elle est géniale. Donc, tu fais bien de la remettre dans les esprits parce que c'est connu. Bah, toi aussi, ta visualisation, tu ne la fais pas une fois par an et puis c'est bon pour 3 ans. Hein, donc, Exactement. il faut enfoncer le clou régulièrement. D'accord. Donc, c'est très, très bien. Merci de l'avoir ressorti et choisi pour aujourd'hui. Alors, quels sont tes projets maintenant? Mes projets, ça va être d'essayer de garder le mindset que j'ai eu là sur cette saison-ci Yes. et l'emmener dans la grisaille de Belgique, chose qui n'a pas été aisée l'hiver précédent. Donc clairement, ça va être de garder toute cette motivation-là parce que c'est vrai que quand tu es loin de ton sport, c'est facile aussi d'oublier pourquoi tu le fais. Donc ça va être vraiment de garder ce même mindset et voilà, passer beaucoup de temps à l'extérieur, à faire plein de choses dans notre belle
dans nos belles contrées parce que voilà, malgré qu'il fasse bien gris et moche, Elle est belle. La Belgique est belle quand même. D'accord. Donc ouais, ça va être ça pour le futur et puis j'espère pouvoir passer encore plus de temps à m'entraîner aussi. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 prochaines années? Les 5 prochaines années, ce serait d'arriver à continuer à augmenter mes profondeurs tout en gardant vraiment le plaisir comme maître mot dans mes entraînements. Parfait. Eh bien, donc pour te retrouver, si on veut te suivre, tes réseaux, ton réseau principal et les adresses. Alors, je suis plutôt sur Instagram et sur LinkedIn, donc Marine Simonis. Tout simple. Quelle surprise! Et voilà, et c'est bien alimenté, ça vaut la peine. Il y a des très belles images sur Insta, il y a des très beaux textes sur LinkedIn. Donc moi, je te suis des deux côtés. Et, c'est une bonne combinaison. Donc, pour tous les fans d'apnée, donc ceux qui aiment voir aussi une femme performer, Ouais, et carrément. voilà, les réflexions et vraiment accompagner ce qui crée une performance, je conseille vraiment tes réseaux. C'est super gentil, merci beaucoup. Merci d'être venue jusqu'ici ce matin, Et Marie. merci à toi, c'était vraiment chouette. Merci à Marine d'être venue jusqu'à chez moi pour enregistrer en présentiel, c'était bien sympa. N'oubliez pas que j'ai des places pour vous pour le salon de la plongée. Un petit message à anne@storylific.com et s'il en reste, elles sont à vous. L'apnée y sera bien entendu représentée. C'était le dernier épisode, format long cette année. Il y aura 2 rediffusions d'épisodes qui, je trouve, valent vraiment la peine d'être entendus ou réentendus et la saison 9 reprendra le 14 janvier. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Et je ne le signale pas souvent car je n'aime pas trop demander, mais si tu souhaites mettre quelque chose sous le sapin à mon attention, n'oublie pas que j'ai un compte Patreon et que les petites contributions font les podcasts qui durent. Alors merci à toi qui décideras de sauter le pas pour m'aider à finir l'année en beauté. Pour la reprise, il y aura du beau monde de prévu, entre coaching mental pour tenir nos bonnes résolutions en début d'année et une odyssée improbable pour rejoindre l'Orient. Nous naviguerons entre les icebergs et plongerons entre les récifs coralliens, ferons de grandes traversées à la nage ou à pied avec ou sans un sou en poche. Bref, il y a déjà plein de belles choses qui se préparent pour vous pour continuer à rêver ensemble en 2025. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, en famille, entre potes, ici ou au loin, un merveilleux Noël et tous mes meilleurs vœux à toi pour l'an prochain. À bientôt. T'es fière de savoir qu'il y a une athlète belge qui va aussi profond Oui, et que ce soit une femme en plus? oui. Oui, c'est chouette que les femmes sachent un peu faire des choses qu'on prouve, quoi. Qu'on prouve que les femmes elles savent faire aussi bien que les garçons? Oui. T'aimerais bien essayer l'apnée toi, Amandine? Oui, ça a l'air chouette. Toi, Valentine, t'aimerais bien essayer un jour? Oui, ça doit vraiment être sportif de retenir sa respiration aussi longtemps et ça doit être chouette, quoi. C'est vraiment un grand défi à faire. Et ça te plairait de nager avec les dauphins comme elle a pu le faire, Marine? Oui, ce serait tellement chouette. Oui, moi aussi, j'adorerais. T'aurais pas peur de descendre comme ça dans une eau qui est de plus en plus profonde, de plus en plus noire en retenant ta respiration? Aussi, moi, j'aurais quand même peur. Et toi, Valentine? Oui, quand même. Peut-être, ouais, ça fera un peu peur, mais si on s'entraîne, à la fin, on a peut-être plus peur du noir, des profondeurs. Claire, bravo!